Salut les moches. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais démarrer ma série de vidéos concernant mon combat contre l'obésité, concernant mon opération. J'ai eu un bypass le 20 juin dernier, donc 2017. Et donc cette première vidéo, ça va être un petit peu mon vécu, mon passif de gros, hein. Et puis le parcours préopératoire. Voilà, et je pense que j'arrêterai cette vidéo à ce moment-là pour ensuite en faire d'autres sur l'opération en elle-même et un petit peu le post-opératoire, etc. Donc du coup, je vous ai dit dans ma vidéo de présentation, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ça. Donc j'ai 29 ans et j'ai toujours été ronde. Je suis née un bébé potelé, presque 4 kilos, bon gros bébé. Enfant, j'ai toujours été un petit peu ronde, c'était mignon, vous voyez, un petit peu le genre de bébé potelé, tout mignon. Et puis ça s'est un petit peu accentué au fil du temps. Moi, j'ai remarqué maintenant avec le temps et l'expertise un petit peu de mon expérience sur moi-même, de ce que j'ai pu analyser, euh, la vraie prise de poids a démarré quand j'ai perdu mon père, quand j'avais 5-6 ans. J'ai toujours été ronde, hein, mais voilà, le moment où mon père est décédé, ça a marqué quelque chose, je pense, dans ma vie, c'est sûr. Et ça n'a pas aidé, je pense, à mon comportement alimentaire. Puisque j'ai tendance à me réfugier dans la nourriture. Et j'ai fait mon premier régime, j'étais en sixième, je crois. Le premier régime où le midi tu manges que des haricots verts pendant que tes copains ils mangent des pommes de terre, de la purée, des frites, ils s'éclatent et toi tu manges des légumes. Voilà, ça c'était contraignant, mais j'en avais besoin, j'en avais envie, donc je l'ai fait. J'avais perdu beaucoup à l'époque, hein, j'avais perdu beaucoup. Et puis j'étais contente du résultat auquel j'étais arrivée, hein. Je rentrais dans un 42, 44, c'était cool. Mais j'étais toujours la petite ronde du groupe, vous savez, la marrante, la nana qui est en surpoids, mais voilà. Alors les gens se rendent pas compte que de nous mettre dans des cases comme ça stigmatise vachement parce que pour moi, du coup, à l'époque, j'étais toujours grosse, quoi. En faisant un 44, j'étais grosse. Je vous assure qu'aujourd'hui, si j'arrive à porter un 44, mais je serais ravie, quoi. Bref. Et puis le poids commençait à s'installer tout doucement, léger, toujours en surpoids, mais c'était pas une catastrophe, on va dire. Et voilà, premier échec amoureux. J'ai repris beaucoup de poids à ce moment-là. Premier échec amoureux, ça a été difficile. J'ai pris beaucoup de poids. Puis j'en ai reperdu un petit peu. Je me maintenais 46 quoi. Voilà, je me maintenais un peu comme ça jusqu'à mes 20 ans, 21 ans. J'ai rencontré mon mari. J'étais heureuse, aucun souci, c'était vraiment super. Mais du coup, on s'est vachement laissé aller, il faut être honnête, on s'est vachement laissé aller. Parce que la vie était belle, on était amoureux, etc. Bref, au fur et à mesure, j'ai recommencé à prendre un tout petit peu de poids, au fur et à mesure, au fil des années. Puis première grossesse, premier bébé. Une grossesse très difficile puisque je n'arrivais à rien manger, je vomissais tout le temps, j'ai vomi pendant 9 mois. Donc j'ai perdu du poids, c'était super. Sauf que vous vous en doutez bien, une fois bébé arrivé, je me suis mais littéralement vengée sur la nourriture. J'ai profité de tout ce que je pouvais manger, je l'ai mangé. C'était un petit peu une catastrophe. Parce que être privé pendant 9 mois de manger, c'est très très dur, je vous assure. Quand tout dégoûte, c'est très difficile. Et du coup, j'ai repris du poids, mais post-grossesse. D'accord. La vie a suivi son cours, et plus ça allait, et plus en fait, je me déréglais au niveau de l'alimentation, dans le sens où j'avais plus de vrais repas. J'avais un vrai repas par jour. Donc, quand la faim me tenaillait comme pas possible, là, on faisait un repas à l'arrache sur le pouce. Très mauvais. Si vous faites ça, arrêtez, reprenez des repas 3 fois par jour, c'est hyper important. Donc, un repas par jour et plein de grignotages, de conneries, de machins, de oh tiens, si je mange un bout de fromage par-ci, un truc par-là. Bref, je mange pas beaucoup en quantité. En tout cas, à l'époque, je mangeais pas beaucoup en quantité. C'était pas vraiment ça le problème. C'était le grignotage intensif et le fait que je n'ai pas de repas fixe, pas d'horaire. Voilà, ça c'était une catastrophe. Et ça m'a conduit au fur et à mesure à prendre du poids. Deuxième grossesse,
à nouveau perdre un peu de poids, mais j'étais déjà au-dessus des 100 kilos à ce moment-là au niveau de ma grossesse, donc les gynécologues, etc. étaient ravis que je ne prenne pas de poids, hein, mais du coup, toujours ce côté frustration, parce qu'à nouveau, hein, j'ai vomi pendant 9 mois, grossesse horrible, enfin j'ai trop de chance quoi. Et du coup, une fois que j'ai accouché d'Augustin, effectivement, bah, à nouveau, j'ai pu remanger. Je continuais à avoir des horaires n'importe comment pour mes repas. Pas de repas du tout. Un repas par-ci, grignotage, n'importe quoi. Pas de sport parce que je n'aime pas ça hein, à l'origine, hein, c'est clair. Je suis pas sportive du tout. Ce côté de se faire mal pour se faire du bien, ça me transcende pas comme option, quoi. Hein, soyons honnêtes. C'est clair, c'est pas mon kiff. Et du coup, voilà, après la grossesse d'Augustin, j'ai continué à prendre du poids, comme ça. Et j'ai pas vraiment de pourquoi d'un coup ça m'est venu en tête, etc. Je pense que ça s'est fait tout doucement. Mais quand même, mon médecin généraliste, le remplaçant de mon médecin généraliste que j'appréciais beaucoup, un jour me dit vous allez bien, machin moi, oui, ça va. Bon, mis à part le surpoids que j'arrive pas à gérer, le reste, tout roule. Et puis il me dit est-ce que vous avez envisagé une chirurgie bariatrique? Moi je réponds non. Et puis il insiste pas. Mais je pense que l'idée est venue tout doucement. Ça devait être en février-mars 2016. Et en juin, un soir, je ne sais pas pourquoi, je commence à regarder sur internet les opérations, les machins, et je me dis je vais me peser. Ça faisait des années que je ne m'étais pas pesée. En fait, depuis la grossesse d'Augustin. Voilà. Donc, je file sur la balance. Évidemment, je m'écroule parce que je ne m'attendais pas à ce poids-là. Donc, juin 2016, je pesais 128 kg pour 1m53. Ce qui est énorme, évidemment. Une IMC très très importante, catastrophique. Et la peur. En fait, la première chose que j'ai eue, c'est peur. J'ai eu peur, je me voyais malade, je me voyais attraper, ouais, enfin, faire un malaise cardiaque, quelque chose de grave en fait, ou même un diabète avec piqûre à vie, enfin, je voyais des choses comme ça qui étaient en tête et j'ai pris peur. Et la peur a fait que j'étais un petit peu décidée en fait. J'étais un petit peu décidée à me faire opérer, à me faire aider, à ce qu'on trouve une solution à ça parce que ça pouvait plus durer en fait. J'avais vraiment peur de tomber malade. Du coup, je vais voir mon généraliste au mois de juin, je lui en parle et il me dit c'est super, c'est une bonne décision, pour moi c'est ce qu'il faut faire. Un régime ça sert à rien, c'est néfaste de toute façon les régimes. Allez voir un chirurgien et vous verrez. Donc il me donne un courrier pour aller voir un chirurgien qui me recommande, qui me dit qu'il est très bien, que l'hôpital où il exerce est très très bien pour ce genre de cas, en tout cas pour l'obésité. Du coup, j'appelle et j'ai rendez-vous le 4 juillet avec mon chirurgien. Je vais au rendez-vous du chirurgien. J'avais commencé un petit peu à essayer de moins grignoter, hein. C'était pas évident. En fait, l'arrêt du grignotage, du changement alimentaire, ça c'est difficile. Le tout début est difficile. Une fois que c'est mis en place, honnêtement, ça roule. Mais au début, c'est dur, hein. Donc j'arrête un peu de grignoter, tout ça, je vais au rendez-vous. Je me présente à lui, il me pèse, il me mesure, on discute un petit peu des choses et je lui demande est-ce que pour vous ça vous paraît opportun que je me fasse opérer? Et lui me répond oui. Oui, oui, il faut vous faire opérer, il n'y aura pas d'autre solution pour perdre du poids efficace pendant le temps et oui, de façon pérenne quoi. Donc oui, pour lui, il fallait se faire opérer et il m'explique qu'il va falloir évidemment changer de vie, que c'est pas une baguette magique et ça je vous le dis clairement, si vous vous faites opérer en vous disant super comme ça, je vais forcément moins manger, je vais maigrir, non, il n'y a pas, c'est pas une baguette magique, ça fonctionne pas comme ça. Oui, vous allez maigrir au début, de toute façon, on perd tous beaucoup quoi qu'il arrive. Et ensuite, si par contre on n'a pas changé ses habitudes alimentaires, sa vie, son sport, etc., et ben on reprend du poids. C'est inévitable. Voilà, ça je préfère le dire tout de suite, c'est inévitable. Donc il m'explique un petit peu tout ça, il me demande comment je vis, donc je lui explique que je travaille la nuit, que je dors le matin et que l'après-midi, voilà, c'est pour mes enfants, tout ça. Je lui explique que j'ai pas de vrai repas pour l'instant, que je mange quand j'ai faim, donc une fois 3 heures du matin et c'est tout quoi. Et le reste du temps, je mange ce qui me passe sous la main. Bref, évidemment, je sais que c'est très mauvais, il me le dit, évidemment. Et il me dit qu'il va falloir changer beaucoup de choses avant d'envisager une opération parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et je valide complètement, je suis complètement d'accord avec lui qu'il va falloir changer beaucoup de choses.
Et puis il me donne une liasse comme ça de feuilles avec en fait tous mes rendez-vous à faire préopératoire. Et là je vais venir sur le parcours préopératoire et je vous dis c'est compliqué. Alors déjà comment prétendre à une opération bariatrique, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit un bypass ou une sleeve, les deux grosses opérations bariatriques qui sont conseillées actuellement. Il faut avoir une IMC très importante, hein, donc être en obésité morbide. Alors, je ne sais plus exactement l'IMC exact, mais vous pouvez trouver l'information sur internet très facilement. Donc une IMC importante ou alors une IMC moins importante, donc une obésité classique il me semble, à condition qu'il y ait des maladies déjà installées liées à l'obésité. Par exemple un diabète. Voilà, si vous avez un diabète et un surpoids important quand même, mais pas assez normalement pour vous faire opérer, et bien le fait que vous soyez malade lié à l'obésité, on peut opérer. Alors attention, hein, comme je le redis sur cette vidéo, je ne pousse pas à l'opération. C'est pas une facilité, c'est difficile et surtout, c'est la dernière chance. Donc une fois que vous avez fait une opération, si ça rate parce que vous n'êtes pas prêt, parce que c'est pas ce qu'il vous fallait à ce moment-là, il n'y a plus d'autres solutions. Donc ne vous faites pas opérer à la légère. Voilà. Donc j'en viens au parcours préopératoire. Du coup, qu'est-ce que j'avais à faire? Donc j'ai mon petit cahier, hein, je vous montre. Oups. Parce que sinon je suis sûre que je vais oublier des choses tellement j'ai eu de choses à faire. Donc ça a démarré, comme je vous ai dit, au mois de juin et j'ai terminé mon opération en juin de l'année d'après. Un an tout pile. Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an? Il y avait du boulot les gars. La première chose que j'ai fait, c'est la réunion d'information avec toute l'équipe médicale, donc les chirurgiens, la nutritionniste et des patients. Des patients qui envisagent de se faire opérer. Alors c'était une réunion intéressante, mais honnêtement, j'ai rien appris de transcendant puisque les choses qu'on nous a expliquées, moi je m'étais renseignée de mon côté bien avant pour me faire une idée. Mais au moins ça conforte les choses, ça met les bases. Et par contre, la nutritionniste a fait un rappel hyper important que je vais vous faire également parce que pour moi c'est super important d'intégrer ça, qu'on soit obèse, en surpoids ou non, juste pour comprendre et être plus indulgent avec soi-même et avec les autres. En fait, être indulgent avec les personnes en surpoids. S'il vous plaît, c'est important. On n'est pas là, quand on est en surpoids comme moi je peux l'être, on n'est pas là à se piffrer frites toute la journée, à boire du soda. Bon, ok, je buvais du soda, c'est un mauvais exemple, mais je vous assure qu'on n'est pas le petit gros de base. Non. Enfin, on mange parfois comme vous en fait, mais c'est pas la vie est injuste. Et ce que une personne peut manger en malbouffe, l'autre elle peut pas le faire. C'est comme ça. C'est pas juste. Donc dans cette réunion, en fait, la nutritionniste a rappelé une chose importante, c'est que l'obésité était une maladie. Oui, une vraie maladie. Alors pourquoi on devient obèse? Il y a plusieurs facteurs. Je vous ai dit la génétique, évidemment, le mental, hein, je pense que le facteur psychologique est hyper important. Et puis voilà, nos cellules, la façon dont elles gèrent tout ça. Et elle nous a un petit peu expliqué qu'une cellule, normalement les cellules graisseuses sont rangées bien droites, bien carrées, bien alignées. Une fois qu'on grossit, en fait, quand les cellules graisseuses grossissent également, du coup, tout se déplace. Donc elles perdent de leur ordre, elles se mélangent, elles s'étalent, voilà. On arrive à perdre du poids par un régime, peu importe, on perd du poids. Eh bien les cellules vont réduire, effectivement, mais elles vont jamais retrouver leur rondeur d'origine. À la base, une cellule c'est tout rond. Ben, les cellules, quand elles ont été grosses et qu'elles perdent, qu'elles rétrécissent, elles restent difformes. Elles restent difformes et elles restent mal rangées. En fait, le corps a une mémoire, une vraie mémoire. Les cellules ont une vraie mémoire. C'est pas du flan, ça. Ça, c'est une vérité. Et du coup, quand vous allez manger quelque chose de sucré ou peu importe, quelqu'un qui n'a jamais été obèse, il mange quelque chose de sucré, il se passe pas grand-chose. Quelqu'un qui a déjà été obèse et qui remange sucré, machin, ses cellules, elles vont direct être au taquet et elles vont regrossir beaucoup plus vite qu'une cellule qui a jamais été grosse. Voilà, ça c'est la mémoire de la cellule et ça c'est une maladie, c'est l'obésité. Voilà. C'est pourquoi les régimes sont super néfastes. Ne faites pas de régime. Puisque dès que vous remangez une alimentation normale, lambda, et ben vos cellules elles vont s'en rappeler et bim, vous grossissez. C'est horrible. Ne faites pas ça. Pitié. Pour votre corps. Voilà, donc on a un petit peu sur cette réunion échangé, etc. On a pu voir les assiettes de quelqu'un qui était déjà opéré, voir ce qu'on mangeait après, voir ce qu'il fallait pas remanger, etc. Enfin, des choses basiques, mais qui remettent bien les choses en place.
Donc en général, dans un parcours préopératoire, on a tous une réunion comme ça avec les patients et l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital. En général, en tout cas moi, c'était le cas. Ensuite, j'ai dû faire oui, une fibroscopie. Alors une fibroscopie, je ne sais pas si vous savez toutes ou tous ce que c'est. C'est en gros, hein, très clairement, c'est on met un tuyau dans votre bouche pour aller dans l'œsophage, l'estomac, vérifier l'état de tout ça, voir s'il y a des brûlures, voir s'il y a des cancers, enfin voir beaucoup de choses. On analyse jusqu'à l'estomac avec la fibro. Du coup, il y a plusieurs possibilités, soit anesthésie locale, on endort juste la gorge avec un pchit ou quelque chose comme ça et on passe le tube, mais du coup il faut supporter d'avaler le tube. Je me sentais pas du tout capable, et de toute façon dans mon hôpital ils proposent sous anesthésie générale quand c'est possible, du coup on l'a fait sous anesthésie générale, j'ai rien senti. Évidemment du coup j'ai dû voir l'anesthésiste une première fois, puis ensuite faire l'examen. Dès mon réveil, enfin on endormit quelques minutes le temps de l'examen, on se réveille quelques temps après en salle de réveil, puis on descend en chambre, et le soir même on rentre chez nous avec les résultats de l'examen. Dans mon cas, l'examen a juste montré une petite brûlure qu'on traite avec un pansement gastrique, c'est tout quoi, il n'y avait rien de grave, et tant mieux. Voilà, donc ça c'est le premier examen à faire, vérifier l'état de toute la tuyauterie. Ensuite, on a un bilan sanguin important à faire pour vérifier les vitamines, pour vérifier plein de choses, le diabète, enfin le sucre, plein d'éléments comme ça dans le sang, pour vérifier tout ça. Moi, j'avais quelques carences qu'on a réglées au fur et à mesure du temps, mais rien de grave, pas de maladie, pas de diabète, enfin j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que vu l'état de mon surpoids à l'époque, normalement j'aurais dû faire quelque chose de diabète au moins ou ce genre de choses. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, bilan sanguin, ça c'est quasi pour tous les parcours opératoires, il y en a un, donc là également il y en a un assez poussé. Ensuite, j'ai dû voir un pneumologue. Alors pourquoi voir un pneumologue? On m'a demandé un examen du souffle pour voir de quelle manière j'inspire l'air, de quelle manière je l'expire. Donc on entre dans une petite cabine, on fait les tests. Et puis du coup, moi, mon souffle est plutôt correct parce que je ne fume plus depuis plus de 10 ans, donc mon souffle est correct malgré mon surpoids. Parce que le surpoids, c'est pareil, ça influence vachement le souffle, la respiration. Et ils ont besoin de savoir tout ça pour l'anesthésiste, etc. Donc mon souffle était plutôt correct. Ensuite, toujours avec le pneumologue, il a fallu faire un test d'apnée du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est quand on dort, on fait des apnées, c'est-à-dire qu'on arrête de respirer, etc. Et du coup, on a besoin de contrôler avec un appareillage qui nous met en place, le pneumologue, si on fait beaucoup d'apnées, combien d'apnées on fait, pour voir si on doit nous appareiller la nuit pour ne plus faire d'apnée, pour soigner cette apnée du sommeil. Dans mon cas, donc, j'ai été appareillée, donc ça nous met un gros bandeau sur le thorax, sur le ventre, pour voir comment le ventre bouge la nuit, des apparillages là, on a un truc dans le nez, enfin c'est un petit peu difficile de dormir avec ça, soyons honnêtes, mais bon c'est une nuit, c'est chez moi du coup, je sais qu'il y en a certains, ça se fait directement à l'hôpital, moi c'était chez moi et tant mieux. Et le lendemain, j'ai ramené tout l'appareillage au pneumologue, et comme ça il peut voir si on fait de l'apnée ou pas. J'en fais un tout petit peu, ou en tout cas j'en faisais un tout petit peu, mais pas du tout assez pour être appareillé tout ça. Donc plutôt positif, pas besoin d'appareillage pour l'apnée du sommeil. Au retour de l'apnée du sommeil, il m'a également fait les gaz du sang. Alors qu'est-ce que c'est? On entend ça dans l'urgence. Faites-moi les gaz du sang. Mais en fait, c'est juste piquer dans une artère et pas une veine. Une artère pour voir l'oxygène en fait dans le sang. Voir si quand on respire, ça oxygène bien le sang. Voilà. Après le pneumologue, chose importante, chez moi en tout cas dans mon cas, et je sais qu'ils ne le demandent pas dans tous les parcours préopératoires, et je trouve ça très dommage parce que c'est important, c'est un bilan dentaire. J'ai commencé mon parcours, j'avais une dentition catastrophique, je suis honnête avec vous, j'ai pas de scrupules avec ça, j'ai très peur du dentiste, d'une phobie dentiste horrible, vraiment très très grosse peur. Du coup je prenais pas soin de mes dents, en tout cas pas dans le sens d'aller chez le dentiste pour faire les soins. Donc du coup j'ai démarré ce parcours, mes dents c'était une cata. Donc je vais chez le dentiste, il me dit ouh là là, attendez madame, là il y a beaucoup trop de choses, les dents sont très très abîmées, il y a beaucoup de dents qu'on ne peut pas sauver, on va faire une radio. Et comme vous avez peur du dentiste, je le vois bien, il m'a bien percuté le gars, il a bien pigé que j'avais super peur, je suis tombée sur un dentiste au top. Et bien avec cette radio panoramique, vous revenez me voir
et on voit les dents qui sont à retirer complètement, vu le nombre qu'il y a, parce qu'il le voyait très bien, hein, on n'était pas aveugle, vous irez à l'hôpital, vous les faire enlever sous anesthésie générale. Voilà, donc bon, on va faire la radio, je retourne le voir, il note le nombre de dents, il y en avait énormément sur le papier, hein, je vous cache pas. Je vais à l'hôpital. Le temps d'avoir un rendez-vous à l'hôpital, et puis que le chirurgien dentaire de l'hôpital qui regarde mes dents, et qui valide, et qui soit opéré, ça a pris des semaines, des mois, c'était très très long. Et j'ai fini du coup quand même à l'hôpital, rendez-vous à l'hôpital, opération, donc à nouveau rendez-vous anesthésiste, et opération dentaire, le chirurgien ambulatoire, hein, donc je rentre le matin et je sors le soir. Le chirurgien m'endort, je me réveille, grosse douleur évidemment puisqu'il me manquait énormément de dents. Il m'en manquait 19. Oui, oui, il m'a enlevé 19 dents. 19 dents retirées, avec des fils donc partout dans la bouche. C'était vraiment difficile psychologiquement. Au niveau douleur, honnêtement, j'ai vraiment pas trop eu mal. J'ai eu mal le premier jour, le lendemain, je recommence à travailler quoi, pour vous donner une idée. Donc, après, j'ai un caractère fort peut-être, mais j'ai pas eu très très mal. C'était gênant, je pouvais pas manger, enfin c'est difficile, mais c'était pas douloureux. Et du coup, au bout de 3 semaines, donc sans dents, voilà, je vais faire mes empreintes chez mon dentiste pour pouvoir faire des appareillages, puisque oui, en fait, je suis appareillée en haut et en bas. C'est des dentiers, hein, comme nos grands-parents peuvent avoir, voilà, c'est vraiment cet esprit-là, sauf que c'est quand même assez discret. Et honnêtement, depuis que je les ai, je revis, puisqu'à l'époque, du coup, j'avais des trous, des dents abîmées, enfin, c'était pire, quoi. Vraiment, c'était pire. Donc voilà, je suis appareillée en haut et en bas, ça a mis quelques temps, le temps qu'ils fassent les empreintes, que ce soit envoyé là où ils font les appareils dentaires, que ça revienne, qu'ils puissent régler, régler un petit peu tout ça pour que ça tienne bien sans me faire trop mal. Honnêtement, depuis que je l'ai, je suis ravie. Ça a mis une petite semaine, ouais, une petite semaine où j'avais mal. Des fois, je devais les enlever pour manger tellement j'avais mal, ça me faisait souffrir. Une semaine. Maintenant, je mange avec, mais je revis. Je peux manger des choses dures à manger, des amandes, des noisettes, tout ça, je mangeais plus en dur comme ça parce que je ne pouvais plus. J'avais des dents catastrophiques. Désormais, je peux. Et c'était ça l'important. Pourquoi on fait un bilan dentaire? Pourquoi il faut une bouche saine? D'une part pour les risques opératoires, il faut avoir le zéro risque d'infection au niveau des dents. C'est hyper important. Et en plus, parce que en fait, il faut mâcher énormément une fois qu'on est opéré. D'ailleurs, en fait, je vous conseille, même si vous n'êtes pas opéré, de mâcher énormément. Ça envoie le message au cerveau qu'on mange. Donc le cerveau se rend compte qu'on est en train de manger. Donc on mange moins parce qu'on a moins faim, puisque le cerveau se dit ah, elle mange depuis tant de temps, c'est bien, hein, elle a plus faim. Voilà. C'est le cerveau hein, qui stoppe un petit peu aussi tout ça. Il n'y a pas que l'estomac qui vous dit stop. Le cerveau aussi. Donc du coup, important de mâcher parce que ça envoie l'ordre à l'estomac de commencer à sécréter tout ce qu'il faut pour digérer correctement. Et du coup, d'autant plus important quand on est opéré, il faut au moins mâcher entre 25 et 30 fois chaque bouchée. Donc au début, on compte. Voilà, on compte, on compte, on compte. Et au fur et à mesure, ça devient normal, ça devient notre basique, quoi. Il faut mâcher beaucoup, donc on mâche beaucoup. Voilà. Donc une bonne dentition, faire un bilan chez le dentiste. Voilà ce qui m'a été demandé. Je sais que ça ne se fait pas partout, mais pour moi, en fait, c'est primordial. Si vous mâchez pas après le bypass ou après une sleeve, vous allez avoir mal au ventre. Ça, c'est une évidence, puisque les aliments vont arriver pas assez mâchés dans l'estomac. Et en plus, ça vous donne le mauvais réflexe de remanger plus, etc. Donc, mâchez, mâchez, mâchez. Voilà. Ensuite, on nous demande un breath test. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, un breath test, je ne sais pas. C'est tout simple, hein, c'est simplement on nous fait absorber un produit dégueulasse au laboratoire et ensuite on nous fait souffler dans une paille au laboratoire toujours pour voir en fait si on a une bactérie qui s'appelle je ne sais plus comment dans l'estomac, qui est une bactérie qu'on peut tous avoir, hein, gros, pas gros, etc. euh, qui peut entraîner des cancers d'ailleurs. Ça on ne le sait pas, hein, personne ne nous le dit, hein, mais ça peut entraîner des cancers. Et surtout du coup ils ont réticence à nous faire certaines opérations si on est en possession de cette bactérie. Voilà. Du coup, ils essayent de l'éradiquer, mais c'est pas toujours évident. Bref, il faut savoir si vous êtes atteint ou pas de cette bactérie, de cette fameuse bactérie. C'est pour ça qu'on fait un breath test au laboratoire. Bon, j'ai de la chance, je n'ai pas de bactéries concernées, donc pas de souci, ça c'était fait, ça va vite, parfait.
Après, un bilan gynéco. Alors, normalement, de façon classique, hein, selon l'âge de. Si vous êtes une femme, et bah, là évidemment, c'est gynéco, c'est si vous êtes une femme, oui. Mais selon l'âge que vous avez en tant que femme, une mammographie, ça peut être nécessaire ou pas, hein. Et en tout cas, un examen gynécologique classique, voilà, avec prélèvement pour vérifier qu'il n'y ait pas de cancer du col, etc. Du coup, l'examen nickel, pas de souci. Sauf que ma gynécologue voilà, fait une palpation et bon, elle voit quelque chose qui la gêne un petit peu au niveau de la poitrine. Du coup, elle me demande de faire une mammographie, qui n'était pas prévue, mais elle me demande de la faire. Je vais la faire et là, on voit une petite masse. Alors bon, d'après le radiologue, c'était pas grand-chose, mais forcément, moi, je m'inquiète tout de suite. Et il me dit, oh non, mais on contrôle ça dans 6 mois. Je lui fais, non, 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 en fait, je me fais opérer là dans 4 mois. Il n'est pas question que j'attende sans savoir ce que c'est que cette petite masse. Vous me faites le prélèvement tout de suite. Et il m'a dit, pas de souci, on fait le prélèvement tout de suite. Il a fait le prélèvement. Il s'est effectivement révélé que cette petite masse, c'était rien du tout. Kyste bénin, en fait, enfin, quelque chose de bénin. Ça arrive à beaucoup de femmes. Il y en a plein qui l'ont, qui ne savent pas. Voilà, donc du coup, il faut faire ce bilan gynéco, qu'on vous opère pas sans savoir si tout va bien, si tout est nickel. C'est hyper important. Je sais que là encore, tous les chirurgiens ne le demandent pas, le mien le demande et je trouve ça très bien. Ensuite, il demande également une échographie du foie. Donc ça se fait à l'hôpital, hein, tout simple, ou en radiologie en tout cas. Comme une échographie pour un bébé, hein, voilà, c'est tout simple. Ils regardent le foie, ils mesurent les organes en fait. Alors pourquoi ils font ça? Pour voir si une fois à l'opération, s'il y a la place pour tel instrument, pour couper à tel endroit, etc. C'est vraiment, là, c'est de la mécanique pure, savoir si c'est faisable, dans quelle mesure c'est faisable, etc. Voir un peu comment on est fait de l'intérieur, quoi. Voilà. Ensuite, un rendez-vous quand même important, le psychiatre ou le psychologue. Moi, j'étais voir une psychiatre. On est resté 1 heure à discuter du pourquoi, d'après moi, j'en étais arrivée là, ma vie, etc. Ça fait du bien, moi, je trouvais ça agréable. En tout cas, j'aime bien me confier, donc c'était agréable. Voilà. Il faut aller voir un psychiatre qui donne la validation. En gros, s'il n'y a pas de problème psychiatrique ou psychologique qui pourrait faire qu'une opération soit pire que mieux. Vous voyez? C'est important que ce soit validé. Je vous conseille très honnêtement d'être honnête avec cette personne. Ne mentez pas, ça n'a aucun intérêt. Je sais bien que vous voulez être opéré. Parfois, on veut vraiment être opéré, donc on a envie de dire les bonnes choses. Non, ne jouez pas à ça. Dites la vérité. Si vous allez voir un psychiatre, c'est pas un jeu quoi, donc dites la vérité, dites-lui les choses, dites ce que vous ressentez, tout. Voilà. Moi évidemment elle m'a validé les choses sans souci, elle m'a dit qu'elle était complètement d'accord avec mon choix et que c'était bon, je pouvais aller me faire opérer. Voilà, psychiatre. Ensuite, partie très importante et qui va durer ensuite, après le préopératoire, le post-opératoire, c'est de trouver un ou une nutritionniste, hein, soit qui est conseillé par votre chirurgien, moi c'est ce que j'ai choisi, le conseil de mon chirurgien, soit autre, hein, par vos propres moyens. La seule chose que je vous dirais, c'est attention, prenez quelqu'un qui connaît les opérations bariatriques. N'allez pas chez une nutritionniste ou un diététicien qui n'y connaît rien en opération bariatrique ou qui, pire, est contre, parce que ça serait pire que mieux, il va rien vous apporter. Ne prenez pas quelqu'un qui va vous mettre au régime. Quand on est opéré, on n'est pas au régime. Donc attention sur le choix de votre nutritionniste. Donc moi j'ai commencé le parcours préopératoire avec ma nutritionniste en septembre, je l'ai vue la première fois il me semble. Et j'ai dû la revoir 4 ou 5 fois avant de me faire opérer. Parce qu'en fait, dès le départ, dès que je l'ai vue, on a remis les choses en place. C'est-à-dire qu'on a remis les 3 repas par jour. On a remis l'équilibre dans l'assiette. Donc un tiers protéines, un tiers féculents, un tiers légumes. Voilà, c'est comme ça qu'en tout cas c'est construit chez moi. Avec donc le fromage 1 fois par jour, pas plus. Voilà, les choses, l'équilibre alimentaire a été remis en place avec un petit plaisir par semaine, pas plus. Essayez de faire attention en tout cas. Et ça a fonctionné. J'ai commencé à perdre en fait pendant tout ce parcours préopératoire. C'est-à-dire que j'ai démarré en juin la prise de conscience à 128 kg et j'ai terminé tout ça en juin à l'opération à 111,5 kg. Donc j'avais quand même perdu pas mal de poids avant de me faire opérer. Et il faut le savoir, hein, c'est statistique, il faut savoir que une personne qui va se faire opérer, qui perd du poids avant l'opération, statistiquement, elle a plus de chances d'une opération réussie, pérenne dans le temps, avec moindre prise de poids. C'est statistique. Donc j'étais ravie, j'étais contente de moi, j'étais fière de ce que j'avais fait. Donc j'ai remis dans l'alimentation comme ça correcte
au fil du temps, ça s'est bien installé, c'était très très net. En juin, je mangeais correctement, il n'y avait aucun souci avant de me faire opérer. En septembre, j'ai démarré la Zumba, j'ai adoré ça, je me suis éclatée. Il n'y avait pas de jugement dans mon cours, donc c'était vachement bien. Essayez de vous trouver un cours comme ça de danse ou de quelque chose qui vous plaît, en tout cas de physique un petit peu, où il n'y a pas de jugement, c'est hyper important. Là, il y avait tous les âges et on s'éclatait, on regardait pas le poids, le machin, le truc. Et je m'en sortais plutôt bien d'ailleurs, enfin c'était cool. Le souci, c'est que cette année, ils arrêtent. Enfin, c'est une école de danse en fait, et cette année, ils font plus de Zumba, ils proposent d'autres cours. Donc là, dès la première semaine de septembre, je vais aller tester les nouveaux cours qu'ils proposent et choisir mon nouveau cours de danse. Donc je vous dirai ce que j'aurais choisi. Voilà, en plus de ça, j'ai acheté à une copine un vélo d'appart. Comme ça, je faisais mon petit vélo toutes les semaines. Je le faisais 1 à 2 fois par semaine. Là, actuellement, je le fais 3 fois puisque je fais que ça, je fais pas de danse. Voilà, j'ai démarré une activité physique que je n'avais plus, que je n'avais pas, que je n'ai jamais eu d'ailleurs. Voilà, maintenant ça fait partie de ma vie, c'est obligatoire, je le sais, et ça restera comme ça. Du coup, je vous ai tout dit au niveau du parcours préparatoire, tout ce qu'il y avait à faire, ça fait beaucoup, je le sais, c'est énorme. Et du coup, ensuite, j'ai revu mon chirurgien pour fixer les choses. Donc, on a fixé la date de l'opération, on a fixé également le choix de l'opération. Il faut savoir que dans l'hôpital de mon chirurgien, par exemple, il ne pose pas d'anneau. D'ailleurs, à titre personnel, et ça n'engage que moi, il y a des anneaux, et il y a des gens qui ont des anneaux et que ça se passe très bien. J'en connais, tant mieux pour eux, je suis ravie, c'est le top. Mais moi, je déconseille la pose d'anneaux. C'est quelque chose qui a montré qu'on pouvait regrossir, qui n'avait pas de suivi, c'était compliqué. Enfin voilà, c'est pas quelque chose que moi je conseille et c'est pas quelque chose que les chirurgiens, normalement, parce qu'il y en a qui continuent de le poser, hein, font. C'est-à-dire que le mien n'en fait plus. Il refuse de poser des anneaux gastriques. D'accord. Donc le choix, c'était soit une sleeve, soit un bypass. Du coup, la sleeve, qu'est-ce que c'est? On a un estomac comme ça, donc qui a forcément grossi puisqu'on est en obésité, hein, donc parce qu'on a mangé plus, etc. Bref, on a l'estomac. La sleeve, c'est on coupe et on garde, je crois que c'est 1/6 ou 1/7 de l'estomac. Voilà. Donc on garde un espèce de tube en fait, la continuité de l'œsophage. Voilà, l'estomac devient une continuité de l'œsophage, plus une grosse poche, mais une toute petite poche. Voilà. Ça c'est une sleeve. On coupe et c'est tout. On n'a pas opté pour ça, je vais vous expliquer pourquoi après. Et enfin, du coup, le deuxième choix qui s'était un petit peu proposé, c'était le bypass. Le bypass, qu'est-ce que c'est? C'est une dérivation, c'est-à-dire qu'on fait une suture, on coupe pas, on fait une suture sur l'estomac pour le réduire également, hein, de la même façon. Et en plus, on raccorde l'estomac. Comment expliquer ça? C'est difficile de vous expliquer. On raccorde l'estomac, on change en fait le circuit. On rend le circuit digestif plus court. Voilà. On prend une partie de l'estomac, une partie de l'intestin, on la monte, on la fixe à l'estomac et le circuit est beaucoup plus court. Donc il y a toute une partie des intestins, tout ça qui n'est plus utilisée. Voilà. Donc c'est la sleeve, ça a que le côté restrictif, hein, alimentation, vous voyez, on mange moins, forcément, la restriction. Le bypass, le bypass, il y a la restriction également puisqu'on fait une suture sur l'estomac, mais en plus il y a le côté mal absorptif. J'enlève tout de suite les idées préconçues. On ne perd pas plus avec un bypass qu'avec une sleeve, on peut perdre autant. Voilà, l'efficacité finalement est la même, ça c'est clair, il n'y a pas de grosse différence. Les différences du choix opératoire, ça va être, par exemple, moi j'avais un petit reflux. Du coup, mon chirurgien me dit une sleeve a tendance à accentuer les reflux. Donc, autant passer par un bypass. Ça, c'était le premier point du pourquoi le bypass dans mon cas. Ensuite, il y a le comportement alimentaire qui joue beaucoup sur le choix. Enfin, moi en tout cas, on m'a appris ça, le chirurgien a validé ce que j'avais pu lire. La sleeve, c'est vraiment conseillé pour les gros mangeurs, pour ceux qui mangent des grosses assiettes, des grosses quantités, qui aiment manger, en fait, beaucoup en quantité. Voilà. Donc la sleeve, c'est plutôt pour ce type alimentaire-là. Et le bypass, c'est plus pour les grignoteurs. Voilà, donc c'était plus mon cas, clairement. Donc voilà pourquoi le bypass. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez compris en tout cas que c'était un parcours difficile, que c'est un parcours préopératoire qui est long, qui est dans la douleur, hein, clairement, mais qui est aussi dans l'apprentissage. On réapprend les choses et on a une nouvelle vie. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai une nouvelle vie et que c'est ma dernière chance. Parce que après le bypass, si vous foirez le bypass ou une sleeve, il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est ça le parcours préopératoire que moi j'ai eu. Je le répète, je ne conseille pas l'opération, je la déconseille pas non plus. C'est quelque chose que, dans mon cas, c'est vital et j'en suis absolument ravie. Mais il faut être prêt psychologiquement à endurer tout ça. Je vous le dis, hein, pendant des années, j'ai refusé d'en entendre parler.
J'ai des amies qui se sont fait opérer avant moi, il y a 4, 5 ans. Voilà. Elles étaient prêtes à ce moment-là. Moi, pas du tout. Mais pour moi, c'était, mon Dieu, les privations, machin. J'étais pas prête à changer, en fait. Il faut être prêt à changer et à vouloir autre chose. Voilà. Il faut pas juste vouloir maigrir. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vouloir changer sa vie, complètement. Moi, j'étais en phase de ma vie où j'étais prête. C'était ça mon projet actuel. C'était moi, mon corps, mon acceptation. euh, et j'avais peur des maladies. Donc, il était temps de faire quelque chose. Et c'est pour ça que ça a déclenché tout ça. Voilà, mais j'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous ne serez pas dans le jugement des autres, ni de moi d'ailleurs. J'espère que vous n'allez pas trop me juger négativement. J'ai voulu être honnête avec vous. Je vous ai donné mon poids. J'ai pas de tabou. Je vous cache rien. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai peut-être l'opération en elle-même, je ne sais pas, et plus les 2 mois là qui se sont écoulés, ce qui a pu se passer dans ma vie, comment je le vis, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serais ravie de vous répondre. Si vous avez aimé que je me livre comme ça, mettez-moi un petit like, ça serait super gentil, c'est important et ça m'aide. Et puis un petit commentaire, j'adore vous lire, j'adore échanger. Et puis enfin, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications, sinon vous ne saurez pas quand il y aura des nouvelles vidéos. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. J'ai été ravie de me livrer comme ça m'a fait du bien. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt. Bisous bisous mes petits moches.